Salut à tous, soyez la bienvenue sur votre chaîne préférée. Moi, c'est Grand Mamito l'incontournable. Ici, nous vous apportons des histoires des Khmers de la diaspora, que ce soit des histoires. L'histoire d'aujourd'hui concerne un groupe de Khmers, de jeunes Khmers, qui se sont illustrés notamment dans le domaine de l'escroquerie par Internet. Le leader, un certain Al Benki, que l'on pourrait appeler ici le Hush Puppy camerounais. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hush Puppy, c'est un célèbre fémin nigérien qui a montré de belles vues sur Internet, de jolies voitures dans les hôtels de luxe et qui, de nos jours, croupit dans une des prisons de l'État de Géorgie aux États-Unis. Pour les Camerounais qui vivent aux États-Unis et même ceux du pays, ils n'ont pas été surpris de voir ces titres partout sur Internet. Il convient de noter ici que cette annonce vient de United States Secret Service. Tu es arrivé quand le Secret Service américain mène une enquête jusqu'à connaître qui tu es. Et le titre, c'est 5 Maryland Men Indicted for Wire Fraud. C'est un site internet camerounais. On voyait déjà des titres tels que 20 ans de prison pour des Camerounais accusés de fraude ou encore blanchiment d'argent. 3 Camerounais risquent 20 ans de prison. Location. La scène se déroule aux États-Unis et également en Afrique du Sud. Donc, Al Benki et ses amis avaient une tactique qui était toute simple. Elle consistait à pirater à grande échelle des emails de différentes compagnies et en général, cela se faisait à partir de l'Afrique du Sud. Une fois que les gars étaient dans le email, les gars passaient le temps à lire l'email et obtenaient toutes les informations nécessaires sur la compagnie, particulièrement si celle-ci, n'est-ce pas, avait des partenaires, des clients qui s'apprêtaient à recevoir de l'argent venant d'eux. Donc, une fois qu'ils avaient identifié ces clients, les gars créaient de faux emails, mais qui ressemblaient à de vrais emails avec les noms des compagnies, semblables à ces compagnies que les victimes connaissaient et à qui ils devaient envoyer de l'argent. Donc, comme je le disais, ces faux emails ressemblent à de vrais emails venant des compagnies qu'attendaient les victimes. Seulement, les informations de transfert d'argent et de paiement dans ces emails n'étaient pas de ces compagnies, mais plutôt de faux comptes créés par les fraudeurs. Et pour que ça marche, il fallait donc que ces emails soient associés à des compagnies réelles et enregistrées pour que notamment les banques puissent autoriser le transfert d'argent d'un compte vers l'autre. C'est donc à ce niveau que les membres du groupe basé au States entraient en jeu. Al Benki et ses complices créaient donc le faux business, surtout dans l'État du Maryland. Ils ouvraient également plusieurs comptes dans différentes banques au nom de la même fausse compagnie créée par eux. C'est donc dans ces comptes que l'argent des différentes victimes arrivait et une fois l'argent reçu, ces derniers s'empressaient de les disperser dans d'autres comptes, parfois dans la même banque, parfois dans d'autres banques. Ils s'empressaient également à retirer du cash ou encore créer ce qu'on appelle ici des cashier checks. Ils se faisaient aussi parfois entre eux des chèques pour aller retirer l'argent dans des banques. Fomukong, alias Al Benki, était considéré comme le leader et basé dans le Maryland. C'est lui qui a recruté ses complices, notamment N. Amin, alias Rapon, âgé de 30 ans, Si Cho, alias Uncle Tiger 2, âgé de 23 ans, Digifa, alias Mimi V.A., 22 ans, Eyan, 26 ans, Nganda, alias Banker TD, âgé de 31 ans, et beaucoup d'autres personnes qui, en fait, lui servaient à créer de faux business et de faux comptes bancaires pour recevoir les sous. Ces fausses informations étaient envoyées aux complices basés en Afrique du Sud. Al Benki et ses complices avaient besoin, au niveau des États-Unis, de créer ces business avec l'apparence d'être des business légitimes, avec des comptes bancaires, parce qu'ils savaient que c'est nécessaire pour pouvoir faire des mouvements d'argent. Une fois les comptes créés, les informations de ces comptes étaient envoyées aux complices basés en Afrique du Sud pour que ceux-ci, quand ils envoient les emails, puissent introduire ces informations bancaires dans les faux emails. Ce qui fait que la compagnie en question
au lieu d'être en train de payer, de verser de l'argent à la compagnie légitime, était plutôt d'envoyer de l'argent dans ses faux comptes. Une fois la frappe réalisée, les complices en Afrique du Sud alertaient Al Banki rapidement pour que l'argent soit bougé. Al Banki, à son tour, alertait ses complices au niveau des États-Unis que l'argent était arrivé dans les faux comptes qu'ils avaient créés. Il leur donnait des instructions précises sur le montant à retirer, au nom de qui faire les chèques et comment faire sortir l'argent du pays. La plupart de ces instructions en réalité venaient des cerveaux de la frappe basée en Afrique du Sud. Et avec ce plan, Al Banki et ses complices ont essayé de frapper près de 10,9 millions de dollars, soit environ 5 milliards de francs CFA, et ont réussi à obtenir 4,2 millions de dollars, soit environ 2,1 milliards de francs CFA, pour un total nombre de victimes de 13. L'argent reçu était partagé entre Al Banki et ses complices, aussi bien ceux basés aux States que ceux basés en Afrique du Sud. Sur cette image prise sur Internet, nous pouvons voir Al Banki et quelques-uns de ses complices, du moins ceux qui ont été publiquement identifiés. Un élément clé du groupe s'appelait Cho, alias Uncle Tiga 2. Pourquoi il était l'élément clé? Il était l'élément clé parce que employé dans l'une des plus grandes banques des États-Unis. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Al Banki l'a recruté afin de pouvoir l'aider à transférer les sous hors des États-Unis. Donc, grâce à lui, Al Banki a pu faire transférer, quelques exemples, 393 000 dollars, soit près de 200 millions de francs CFA, dans un compte bancaire au Cameroun, puis 350 000 dollars, soit environ 175 millions de francs CFA, envoyés en Afrique du Sud. Uncle Tiga lui-même a commencé à être un peu plus impliqué dans la fraude, donc il a lui-même commencé à voyager dans d'autres secteurs pour toucher les chèques et a commencé même aussi à recruter d'autres personnes. Et plus le temps passait, plus il a fini par être lui-même en contact avec les complices au niveau de l'Afrique du Sud. Comme l'avons dit, 13 victimes ont été recensées par les services judiciaires américains. Ici, nous passons en revue quelques-unes de ces victimes, notamment. Alors, celui-ci identifié comme victime A, Al Banki semble être listé comme le seul coupable ici. La frappe aurait eu lieu entre le 23 juin 2016 et le 24 juin 2016. Le plan, c'était de frapper 47 000 dollars et 200 000 dollars. Et comme on peut le voir, actuellement, cela veut dire qu'effectivement, ils ont réussi à obtenir tous les 247 000 dollars qu'ils avaient calculés. Soit à peu près 120 millions de francs CFA. Donc, comment est-ce qu'ils procédaient? Le 2 février, et il faut voir que les gars sont très patients. Le 2 février, Al Banki, alias Fomocom, demande à un complice de créer une compagnie appelée Remera LLC, basée dans le Maryland, et à ce même complice de créer un compte bancaire associé à la compagnie. Après ça, plus rien. Mais début juin, sans doute, les complices en Afrique du Sud ont pu pénétrer dans le compte email d'une victime. Donc, étant présent dans le email de la victime A, ces derniers pouvaient voir depuis l'Afrique du Sud que cette compagnie A, basée en Californie, s'apprêtait à payer à X ou à Y tel montant. Et donc, c'est comme ça qu'ils envoient un faux email qui ressemble à un vrai email de la compagnie à qui on doit de l'argent. Ils envoient ça à la comptable de la société A. Et dès qu'ils ont reçu ce email, bien sûr, avec les informations bancaires d'Al Banki et de ses complices, ils peuvent envoyer de l'argent. C'est ainsi que la compagnie A envoyé 47 000 dollars le 23, suivi de 200 000 dollars le 24. Alors, l'élément capital ici, c'est la rapidité avec laquelle les gars récupèrent l'argent. Ici, on peut voir que dès le 24 juin, Al Banki a fait 4 frais pour un montant total de 40 000 dollars. Il a également fait établir un cachet chèque à son propre nom d'un montant de 10 000 dollars
puis un autre chèque de 51 000 $ qu'il a d'ailleurs utilisé pour s'acheter une Porsche 2011. Donc, très rapidement, les gars veulent que l'argent bouge du faux compte, mais d'autres comptes, de manière à ce que si la victime s'en rend compte, il est un peu tard pour pouvoir récupérer son argent, ou du moins récupérer la totalité, parce qu'ils auraient déjà bougé une partie. Ici, très rapidement, nous avons la victime B qui a perdu 165 000 $. Donc, les gars ont calculé 165 000 $. Ils ont reçu les 165 000 $. Victime C et D, ils ont été un peu plus chanceux. Ils auraient dû perdre 875 000 et 123 000 $. Heureusement, ils n'ont perdu que 350 000 $. La victime E ici avait fait virer 458 000 $ à 500. Heureusement, on dirait qu'ils ont pu récupérer une partie et n'ont perdu que 328 000 $. Pareillement, la victime F a perdu tous ses 50 000 $. La victime L ici, quant à elle, a sûrement envoyé 227 000 et a à peine pu récupérer une vingtaine de mille. La victime K a transféré 290 830 et a actuellement perdu 103 000 $. Sans doute parce que les gars, comme je le disais, rapidement, dès que l'argent entre dans le faux compte, ils doivent bouger l'argent. Parce que s'ils ne le font pas et que la victime se rend compte qu'elle a envoyé l'argent à la mauvaise compagnie, ils peuvent demander aux autorités de bloquer le paiement. Dans le cas particulier de la victime H, c'est assez extraordinaire parce qu'on se rend compte que le même groupe a attaqué la victime de deux angles différents. Donc, ici on peut voir que le premier groupe, Al-Banki et un certain Digifa, ont essayé de frapper 104 000 $ mais n'ont pas réussi. De l'autre côté, toujours Al-Banki et son autre complice appelé Ghana, ils ont essayé de frapper 149 000 $ et ils ont réussi à frapper l'ensemble des 149 000 $. Donc, ils sont très organisés, très efficaces. Ils ne veulent pas perdre de temps. Cette victime H, c'était un habitant de l'État du Colorado et qui possédait un business, n'est-ce pas? Un de ses employés a reçu un email, soi-disant venant de la compagnie que la victime H devait payer. Donc, du coup, le 23 juin et le 29 juin, cette victime a initié des transferts d'argent vers ses comptes, se disant qu'ils étaient en train de payer leur facture, avant de se rendre compte que malheureusement, ce n'était pas les bonnes compagnies. Ce tableau nous montre la vitesse à laquelle les gars opèrent. Une fois que les 149 000 $ sont entrés dans le compte, 30 juin, on peut voir qu'il y a au moins 4 activités où ils ont retiré 3 000, 50 000, 2 300 et 10 000 $. Ça continue. Le 3 juin, rien que le 3 juin, on voit au moins 8 à 9 activités bancaires où les gars rapidement transfèrent 6 000, 12 000, 18 000, etc. Donc, le plan ici, donc, c'est bouger l'argent le plus vite possible. Il faut que l'argent parte de ce compte de départ pour d'autres comptes d'où il serait difficile pour les autorités ou pour la personne de pouvoir empêcher le transfert. Nous avons mentionné à un certain niveau qu'un élément clé du groupe s'appelait Cho, alias Oncle Tiga 2. Cho, comme on le disait, travaillait dans la Bank of America. Et au fur et à mesure qu'il est rentré dans le réseau, il a fini par être en contact avec les éléments de l'Afrique du Sud. Étant donné qu'il n'avait pas vraiment besoin d'Al-Banki, puisque de sa position à la banque, lui-même pouvait faire sortir de l'argent, il a fini par créer son propre réseau en bon Khmer. Les Khmer aiment se frapper entre eux. Et donc, à partir de sa position, ce gars a réussi à faire sortir des États-Unis plus de 2 millions de $, environ 1 milliard de francs CFA.
Ceci est illustré ici par un extrait de son dossier judiciaire qui est disponible publiquement, où on voit que le 19 avril et le 20 avril 2017, Joe a reçu 2,85 millions de dollars venant de la victime M dans un compte à Bank of America. Grâce à sa position en tant qu'employé bancaire pouvant autoriser des transactions de grands montants, il a initié transfert bancaire de 250 000 dollars vers un compte bancaire en République tchèque. Je ne sais pas que les Camerounais avaient des contacts en République tchèque. Il a initié un transfert de 500 000 dollars vers un autre compte bancaire en Afrique du Sud. Puis, un transfert de 574 000 dollars dans une banque en Pologne. Et un deuxième transfert de 760 000 dollars toujours dans un autre compte en Pologne. Donc, c'est un gars qui est aux États-Unis, mais d'une façon ou d'une autre, il aura des complices un peu partout, ou alors il aura la capacité de faire transférer de l'argent dans plusieurs pays qui sont de l'Europe de l'Est, notamment la République tchèque et la Pologne. Sans doute le transfert de 500 000 dollars vers l'Afrique du Sud était pour payer ses complices. Le plus grand coup d'Al Banki et de ses complices, c'était la tentative de frappe d'environ 6 millions de dollars, soit à peu près 3 milliards de francs CFA. On peut voir ici que, malheureusement, ils n'ont pas pu obtenir l'ensemble des 6 millions de dollars, ils ont juste obtenu 589 000 dollars. Sans doute, très rapidement, la victime a pu alerter les autorités. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on dit, le 15 juin, à la direction de l'un des complices, un autre a créé un faux business appelé CL Escrow LLC, basé dans le Maryland. Une fois que le business est créé, bien sûr, ils vont créer de faux comptes bancaires. Grâce au complice basé en Afrique du Sud, qui était sans doute déjà infiltré dans le email de la victime, ceux-ci savaient que c'était un businessman. Il avait un business basé dans l'État de Massachusetts et que ce dernier était en train de vouloir acheter une certaine propriété. Et ceci à travers son avocat. Donc, ils ont pu envoyer de faux emails avec de fausses instructions bancaires, ce qui a fait que l'avocat de cette victime a transféré le montant de 6 millions de dollars, se disant qu'il était en train de payer pour cette propriété, alors que ça partait chez les faussaires. Donc, dès le 21 juin 2017, après avoir reçu les 6 millions de dollars, l'un des complices a immédiatement essayé de faire sortir 2 350 000 dollars vers une banque basée en Afrique du Sud. Je suppose que le transfert a marché, mais par la suite a été bloqué puisque la somme perdue est un peu plus de 500 000 dollars seulement. Ensuite, ils ont fait des cashier checks, comme on dit, d'un montant de 95 000 dollars chacun, puis un autre chèque de 10 000 dollars. Donc, ce sont ces petits chèques qu'ils pouvaient rapidement collecter localement au niveau des États-Unis. Par contre, ces gros transferts d'argent, si ça n'a pas encore été retiré dans la banque en question, peuvent encore être rattrapés. Donc, le but, c'était de frapper 6 millions de dollars. Les gars ont pu obtenir à peu près 580 000 dollars. Très souvent, on connaît tous ces gars, n'est-ce pas? La frappe, c'est pas pour aller faire se bâtir un avenir, c'est plutôt pour la belle vie. Donc, Al Banki et ses amis étaient caractérisés par la belle vie, des belles bagnoles, jolies femmes, la fête. Sur ces photos, on peut voir des garçons devant des Porsche, des Bentley, n'est-ce pas? Parmi les propriétés d'Al Banki se trouvait une maison de production appelée Al Banki Production LLC, comme on peut voir ici, créée le 11 avril 2016. Et on peut voir que en date du 5 mars 2021, la compagnie a été mise à terre. Mais ici, la Al Banki imite juste les maîtres dans le domaine de la frappe. C'est-à-dire, quand l'argent qu'on a n'est pas légitime, on doit créer un faux business qui donne l'impression que c'est à travers ce business qu'on obtient de l'argent. Donc pour lui, c'était entre autres une maison de production. Et il a même déjà
si on vous regardez sur Internet une vidéo dans laquelle on le voit apparaître comme si c'était un rappeur. Une des choses qui caractérise les États-Unis, c'est la suivante. Pendant des années, vous pouvez faire du faux usage de faux et ne pas être rattrapé. Mais tôt ou tard, un jour ou l'autre, la justice vous rattrape. Donc, après même pas 2 ans d'activité, Al Banki et ses complices, du moins ceux qui étaient présents aux États-Unis, ont tous été arrêtés. Ils ont tous écopé de peines de prison allant de 90 jours à 57 mois de prison. Les charges retenues contre Al Banki et ses amis étaient nombreuses, notamment faux usage de faux, complot pour commettre de la fraude en matière de transfert bancaire, complot pour commettre blanchiment d'argent et abus et escroquerie. Malgré nos recherches très poussées sur Internet, nous n'avons pas pu trouver à ce jour une peine de prison pour Al Banki. Al Banki serait toujours arrêté et en prison. Il a été jugé coupable. Il risque jusqu'à 20 ans de prison, mais sa peine de prison n'a pas encore été prononcée. On se demande ce qui se passe exactement et pourquoi sa peine de prison n'a pas encore été prononcée. Par 2 fois, notamment en 2020 et en 2021, Al Banki a voulu profiter de la pandémie de COVID-19 pour demander une libération temporaire en attendant que sa sentence, que sa peine de prison soit prononcée. Mais les juges, les autorités américaines ont dit non, catégoriquement. Donc, il est toujours en prison. Et heureusement pour lui, les années passées en prison avant que sa peine ne soit prononcée vont compter dans ce sens-là. Un des complices, le nommé Ken Amin, a lui écopé de 87 mois de prison. En plus de cette peine de prison de 87 mois, il doit également rembourser plus d'$1 million à ses victimes. Un autre complice, dénommé Chinji, a été condamné à 46 mois de prison, plus exactement le 19 janvier 2021. Mais lui aussi, il a voulu profiter de la pandémie du Covid, mais également du bon cœur des juges, et a introduit une motion, a introduit une requête pour demander une release, une libération par compassion. Mais le juge a dit niet. Après avoir revu le matériel, il n'y a aucune raison qu'il soit libéré par compassion. Le banquier, Uncle Tiga, quant à lui, a écopé de 48 mois de prison. C'était Eyon Anik, a eu 46 mois de prison. Le nommé Ismail Nganda, alias Banketidi, quant à lui, a reçu seulement 90 jours de prison et 18 mois de libération sous contrôle. Sans doute, son rôle n'était pas aussi important que celui des autres. Le nommé Izu Eredijifa, alias Elzo Dijifa, alias Mimi VA, a été condamné, mais il est également en train d'attendre sa sentence, tout comme Al Banki. En résumé, nous avons là des jeunes Camerounais brillants, au vu de ce qu'ils ont pu faire, même si c'est dans la faute, il faut être brillant pour pouvoir exploiter le système tel qu'ils l'ont fait, créer plusieurs comptes bancaires, créer des sociétés, même si des fausses sociétés, et arriver à ce niveau où ils arrivent à frapper des milliers, des millions de dollars. Il faut être intelligent pour y arriver. Donc, dans ce sens-là, on peut être admiratif de leur travail. En effet, on sait que les Camerounais sont des champions du monde dans tous les domaines, même celui du faux usage de faux. Pourtant, les talents de certains pourraient les conduire au sommet si ils étaient bien utilisés. Al Banki n'est pas le premier Camerounais et ne sera pas le dernier à être arrêté pour de tels actes. Qui se souvient encore du célèbre Poignet Donatien, probablement le plus célèbre frappeur du Cameroun. Comme je le disais, il convient d'admirer l'intelligence, la dédication, la patience et la prise de risque d'Al Banki et de ses éléments. Le seul regret qu'on peut émettre est que l'argent acquis par ces éléments n'est pas mis à profit pour se bâtir une activité légale.
Au contraire, c'est la vie de luxe avec les belles voitures, villas, bijoux, femmes et autres. Ce genre de vie est encore plus accentué sur les réseaux sociaux de nos jours. De façon ironique, c'est très souvent aussi sur ces réseaux sociaux que ces criminels laissent des traces et des preuves qui seront plus tard utilisées pour les envoyer en prison. Certains parmi nous ont déjà été des victimes de ce genre de frappe. Les étapes par lesquelles on passe ressemblent un peu à celui d'un deuil. On passe par le déni, puis la colère, avant l'acceptance. En d'autres termes, au départ, on se dit non, c'est pas possible que ça nous est arrivé. Ensuite, on est en colère, que comment est-ce que les gens pareils peuvent exister. Puis, on finit par accepter la réalité qu'on a perdu notre argent. On n'a pas honte de s'être fait arnaquer de cette façon, particulièrement quand ça implique des chantages à caractère sexuel. On a vu des gens qui, peut-être parce qu'ils se sont exposés sur Internet, ont été filmés et en retour, victimes de chantage et ont perdu de l'argent, parfois même plus que de l'argent. Parfois aussi, on se dit qu'il est trop tard pour récupérer son argent. Pourtant, avec un peu de chance, on peut limiter les casses. Donc, si vous êtes victime de ce genre de scroquerie, appelez immédiatement votre banque pour demander un blocage urgent de tout paiement ou encore un gelage temporaire de votre compte. Le deuxième coup de fil à passer est directement à la police. Dans certains cas, même lorsque votre argent a déjà été transféré dans un autre compte, même si c'est dans un pays étranger, il existe encore des chances d'intercepter le retrait. C'est pourquoi, comme on a pu le voir, ces escrocs s'empressent très souvent de bouger l'argent le plus vite possible. Mais, de façon générale, il faut rester prudent avec tous ces emails que l'on reçoit chaque jour. Il faut également faire attention lorsqu'on a fait des paiements en ligne, car ces escrocs sont toujours en train de guetter et très souvent changent de technique. Merci de nous avoir suivis, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires tout aussi passionnantes et instructives que celle-ci. N'hésitez pas à partager et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci une fois de plus, Grand Mamito, l'incontournable, à très bientôt.